Ok, salut les gars. Bon bah du coup on se retrouve pour une nouvelle prestation. Alors j'ai déjà commencé, j'ai déjà installé parce qu'en fait j'avais pas le temps de filmer. Commencé à arriver un petit peu à l'arbre, j'étais un petit peu en retard, vous voyez. Donc voilà. Donc aujourd'hui on est au parcours santé de la ville de Ducos, de la ville de Ducos en Martinique du coup. Donc bon, je vais vous faire un petit tour des installations quand même. En gros là c'est un petit tour de boxe taille, entraînement, tout ça, initiation boxe taille, etc. Donc voilà un petit peu l'endroit. Et voici le setup, réuni sur l'endroit. Il y a beaucoup moins de basses que si j'imaginais. Voilà. Donc pour tout ça là j'ai mis donc My Vibe, hein, toujours. Question de basse pleine génération. Avec tout le reste des trucs. Donc en gros. Voilà. Donc voilà, je disais donc petit système colonne fin de génération. Voilà mes câblages, tout ça, hein, je peux le cacher là-haut. Mon tout nouveau caisson de basse du coup de chez Berlinger. Chez Berlinger, voilà et tout. Voilà mes multiprises, toujours le reste de mes câbles. Mon trépied de chez Boomton, hein, DJ toujours, hein, ainsi que ma Gemini AS 208P. Une enceinte active, hein, vous connaissez la chanson. Voilà. Bon, en tout cas, le son il joue bien. Ça joue bien. Petit entraînement box taille et tout, vous voyez, hein, si vous connaissez la chanson. Voilà. Le son joue bien. Voilà de tout. J'espère que vous entendez bien, ça joue bien. Ouais, bon voilà. Je vais vous reprendre en cours d'action. Je vais vous reprendre en cours d'action entre temps. Bon, j'ai pas pu filmer le montage malheureusement. J'ai pas de trépied pour ça. Donc j'ai pas pu filmer le montage malheureusement. Mais c'est pas grave. Des choses qui arrivent. Bon. Oh, vous pouvez le voir, hein. Petit cours de boxe taille au calme. Ah oui, donc j'ai oublié de présenter. Du coup là, sur cette prestation là, il y a la table de son. Il y a toujours ma MPX6 de chez Audiophonie. Il y a mon PC, un HP, j'ai pas la ref. Il y a ma table de mixage actuelle pour l'instant, un Pioneer des DJ200. Faudra que je vais la changer bientôt. Donc du coup mon petit pied de micro de chez, j'ai oublié. Bon, il vient de Thomann en tout cas, hein. Ça vient de chez Thomann. Mes petits XLR, mes petits câbles en dessous et tout. Mon petit secteur câble en dessous et tout, donc voilà. Hein. On est pas mal, donc ouais. Donc du coup là je bosse pour une association, hein, en fait. Là je bosse pour une association du coup qui est en compagnie de quelqu'un. Donc pour les micros, on a des récepteurs audio. Bah en fait ce sont des micros audiophonie du coup. On a Audiophonie Equipment, bon, voilà, hein. Le Go Hard je crois. Ici là. On a un micro casque audiophonie aussi. Attendez, je vous reprends juste après. Le temps de faire la petite transition. Donc ouais, voilà, c'est bon. Ouais, donc comme je vous disais, ça joue bien, le son est propre. Ça va. Ah oui, le pied de Gravity qui est en dessous. J'ai un pied de chez Gravity qui est en dessous. Alors c'est une boîte, hein, c'est la boîte d'un de mes pianos qui est en dessous, recouvert par un drap de chez Air Caraïbes. De chez Air Caraïbes du coup, bon, de chez Air Caraïbes. Alors on n'est pas sponsor, je tiens à préciser, on n'est pas sponsorisé ni par Air Caraïbes ni par qui que ce soit. Mais voilà. Donc du coup c'est pour vous expliquer en fait que sur cette chaîne, parce que oui c'est DJ DLA du coup qui vous parle. Donc sur cette chaîne, en grande majorité ce que je vais faire ce sera des vidéos mix, des sons que je ferai sur FL Studio, ainsi que
quelques petites vidéos, ainsi que quelques petites vidéos par-ci par-là pour les prochains événements et tout peut-être. Voilà. Je vous reprends un peu plus d'activité. J'ai été missionné de 8h à 13h du coup. Donc ouais, on se rejoint après. Hein. Allez. Cet événement-là, on m'a dit rester chill, donc pas de chata et tout. Je vais vraiment rester sur des sons chill, mais ok pour l'entraînement. Nice. Ok, à toutes. Ouais, donc comme dit précédemment, du coup, aujourd'hui j'ai été missionné par une association, comme j'ai dit. Donc il y a un peu de tout. Un peu de tout. Ouais, donc je vais montrer quand même quelques petits trucs. Il y a pas mal de stands différents, hein, franchement. Il y a quelques stands différents, comme ici. Hein. Ici, là, ils vendent des produits. Produits de sincérité et tout. Voilà. DLA. Pas encore, enfin je l'ai pas encore fini mon Insta. Ok. Ouais, donc voilà, aujourd'hui, donc il y a mon ASAN, c'est aussi qui est là, hein, du coup. On a pas mal de monde. On a des partenaires, comme d'hab. Hein. Ça va. C'est bon pour toi? Oui. Juste, il fait un peu chaud, mais sinon ça va. C'est l'heure de la transition, attention. Désolé, hein, mets ça comme ça. Je te présente la présidente de l'association ASAD. Ouais, alors franchement, j'ai pas fait de transition là, j'ai juste enchaîné. J'ai juste enchaîné, donc voilà. Attention mes sacs, hein, ici, là. Hein. Mes petites sandales, Martine. Ouais. Ouais, donc du coup il y a des crêpes à 3 €, il y a du jus, il y a de tout. Il y a de tout, c'est franchement sympa. Voilà. Bon, je crois qu'il est censé y avoir des discours ou trucs comme ça, donc je vous reprends tous ces moments-là. Sur ce, à tout à l'heure. Vous connaissez mes petits doigts? Alors du coup, vous avez loupé une partie du discours, mais c'est pas grave. Président du Foot Club, oui. Donc c'est un plaisir pour nous de vous accueillir, d'accord, pour cette première manifestation. Je suis content aussi que nous avons nos partenaires, l'ASAD, Herbalife, ceux qui sont venus nous prêter main forte. On a un partenariat aussi pour présenter tous les aspects de la drépanocytose, une maladie qui touche énormément de Martiniquais. On a le parrain ici, Jeffrey Lebon justement, grand sportif qui a atteint de la drépanocytose. D'accord, on va vous présenter tous les aspects un petit peu de la drépanocytose, d'accord. Et qu'est-ce qu'un sportif peut faire, peut aller, même avec ces contraintes-là. Pour revenir à Jean-Philippe Fordon, on a voulu faire un petit hommage, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui a été très important pour moi. Je pense aussi notamment pour Eric, parce que c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, qui nous a énormément aidés. Il était très très généreux, il n'hésitait pas à aider, d'accord.
Donc pour moi, c'était important de lui rendre hommage pour son parcours, pour tout ce qu'il a fait ensuite, pour Volga. Vous savez que Volga, ce sont des quartiers difficiles, d'accord, où la jeunesse est en proie beaucoup à la violence, à la délinquance. Donc il faut saluer ces mémoires-là, d'accord, par la boxe taille. Il a aidé par la boxe taille, il a aidé les jeunes à sortir de la rue. C'est ce que nous aussi on essaye de faire quand un jeune a des difficultés, qu'il essaie de venir, qui pousse les portes de la salle, on essaie de l'accompagner, d'accord. Et je pense que la meilleure personne pour parler de Jean-Philippe, c'est Eric, qui l'a côtoyé, qui l'a entraîné. Donc je lui laisse un petit peu la parole pour qu'il puisse parler un petit peu de Jean-Philippe Fordan. Bon ben, qu'est-ce que je peux dire sur Jean-Philippe? C'est-à-dire que Nicolas dit un petit peu bien beau le tableau. C'est-à-dire que Jean-Philippe, c'était quelqu'un qui faisait des choses à fond. Et qui ne rechignait pas devant les difficultés, qui ne comptait pas. Ouais, vraiment, il faisait à fond et il y a vraiment le mental qu'il faut pour ça. Donc, bon, à l'époque, les compétitions, bon, il gagnait un petit peu tout ce qu'il y avait comme compétition, hein, tous les championnats qu'il y avait en Martinique. Bon, il n'y a pas eu d'adversaire qui avait des difficultés à ce niveau-là. Et après, il a été qualifié pour les championnats de France. Et pour les championnats de France, on est tombé contre un gars qui était déjà champion de France et qui était l'élève de Thaïlandais qui s'appelait Tok Panoy et qui était la référence même européenne, c'est la boxe thaï parce que c'était vraiment un très très bonne valeur. Et le combat était très très dur. Mais il a gagné, bon. Je veux dire que ce qui était marrant, c'est que avant le combat, il y a plein de gens qui n'avaient pas voté la Martinique. Et après le combat, il y a plein de gens qui se sont informés, ça va aussi. Et jusqu'à la dernière seconde, le dernier round, c'était le plus dur. C'est là qu'on voit vraiment le mental. Quand les deux sont à bout parce que donner à fond, et puis que vous continuez à avancer, eh bien c'est comme ça, il a bien gagné son combat. L'unanimité des 3 juges, donc c'était le premier qu'on avait comme ça, mais de haut niveau vraiment. Et puis bon, après c'est les revenus en Martinique. Il s'occupait beaucoup de plantes, de greffes, de trucs comme ça, très près de la nature. Il aimait beaucoup la nature, donc avec lui j'apprenais un petit peu, il fait des trucs comme ça, il était très sur les plantes, très sur ça. Il un petit coin qu'il avait aménagé à Volga, qui est un coin un petit peu désaffecté. Il a fait un espace, il a mis un petit point d'eau, il a mis plein de plantes, il a mis plein de trucs où des fois les écoles venaient avec les enfants pour visiter, pour qu'ils puissent expliquer, il y avait des poissons, il y avait des écoles. Mais il a fait un beau travail. Et puis, bon ben voilà, on va dire qu'il a fini tragiquement. Et bon, voilà l'histoire. Ok, et c'est tout. Alors, pour finir avec Jean-Philippe, j'aimerais s'il vous plaît, pas une minute de silence, mais 30 secondes d'applaudissement pour sa mémoire, s'il vous plaît. Énormément sur la prestation. Merci à tous. Il y a la fresque. Il y a sa fresque en face du cimetière. Oui, il y a sa fresque aussi, qui est important d'aller voir, pour ceux qui le connaissent. Donc voilà, pour Jean-Philippe, on va enchaîner tout de suite avec notre deuxième thème, la drépanocytose. Donc on a la présidente présente aujourd'hui qui nous a fait cet honneur. Je lui laisse la parole. Bonjour, je commence par vous remercier de nous associer à votre sport, qui n'est pas un sport banal, qui est un... Parmi nous, combien de personnes savent quelle est leur hémoglobine? Ah. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'hémoglobine? Vous savez ce que c'est? Peut-être que vous savez votre hémoglobine, mais vous ne savez pas ce que c'est que l'hémoglobine. Alors, le globule rouge, vous savez ce que c'est?
Le globule rouge se trouve dans le sang. Et c'est le globule rouge qui donne au sang sa couleur rouge. Et à quoi est-ce qu'il sert le globule rouge? À l'intérieur du globule rouge, il y a une molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Excusez-moi, je ne vais pas être trop docte, mais ce que je vais vous dire là, c'est vraiment très important. L'hémoglobine, son rôle, c'est de transporter l'oxygène. Lorsque nous respirons, nous rejetons du gaz carbonique et nous absorbons de l'oxygène qui se répartit dans tout notre organisme. Sans cet oxygène, notre organisme ne peut pas vivre. Et le rôle du globule rouge, c'est de transporter ce gaz-là lorsque nous respirons. Alors, lorsque l'hémoglobine est tout à fait normale, elle a la lettre A. Et comme pour tous nos caractères, nous avons les caractères, une partie des caractères de notre mère et une partie des caractères de notre père, même si nous ressemblons parfois plus à l'un qu'à l'autre. Pour nos oreilles sont un mélange des oreilles de papa et des oreilles de maman. Et c'est pareil pour tout. Et c'est pareil aussi pour l'hémoglobine. Donc, lorsqu'elle est normale, elle est A. Donc, nous avons un A de papa et un A de maman quand tout va bien. Et dans certaines circonstances, ça s'est passé il y a des millions d'années, le A a été transformé en une autre hémoglobine qu'on appelle le S. Et le S, c'est le gène de la drépanocytose. Au tout début, il y a des millions d'années, en fait, c'était une chance avec l'adaptation du corps humain à son environnement, parce que cette modification est survenue dans des zones du monde où il y a du paludisme, où il y avait du paludisme, et il y a encore du paludisme aujourd'hui. Et donc les personnes qui ont vu un de leurs A transformé en S, qui sont devenus AS, se font toujours piquer par les moustiques, mais ne font pas de forme grave du paludisme, donc ne meurent pas. Parce que dans ces régions-là, la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans, et souvent du paludisme ou d'autres infections. Donc les personnes qui ont été AS ont eu beaucoup de chance, et donc même s'ils ont été piqués par le moustique, même s'ils avaient le parasite dans le corps, quand le parasite rentre dans le globule rouge pour se développer, parce que chez tout le monde c'est ce qu'il fait, ben, il ne trouve pas tout ce qu'il lui faut pour se développer quand il rentre dans un globule rouge AS. Donc les personnes AS ont résisté, sont devenues de plus en plus nombreuses, et seront de plus en plus nombreuses par adaptation à l'environnement. Et une partie de ces personnes-là étaient dans les cales des bateaux lors de la traite de l'esclavage. Et c'est comme ça qu'on retrouve la drépanocytose en Martinique ou dans différents pays d'Amérique. Tous les endroits où il y a eu de l'esclavage, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, ont eu déposé sur leur terre des esclaves qui avaient une hémoglobine AS. Parce que, en dehors du fait que ces personnes résistaient au paludisme, il faut savoir que les grands sportifs AS ont une aptitude à l'endurance qui est plus importante que les personnes qui ont une hémoglobine AA. Donc au départ, c'est une chance. Parmi tous les grands champions du monde noirs, sauf tout ce qui est des sports explosifs comme la vitesse, comme le 100 mètres ou le 400 mètres haies, là il n'y a pas d'avantage. Mais tout ce qui est course de fond, endurance, être AS, c'est une chance en fait. Donc ces personnes, en fait, au départ, c'est une chance. Sauf quand deux personnes AS décident d'avoir un enfant, au hasard, on donne le A ou le S. Et c'est lorsque chaque parent a donné son S à l'enfant, que l'enfant qui est SS est malade. Donc le parent est en très bonne forme, vous allez voir sur les panneaux, le parent n'a rien, il est AS, il a une particularité, il a même des avantages par rapport à d'autres personnes. Sauf qu'il a, quand on est AS, on est en bonne santé, mais on a un risque sur 2 de donner le S à son enfant. Donc le but, très important, est de savoir, quand on décide d'avoir un enfant, quelle est mon hémoglobine. Donc pour les jeunes qui sont nés à partir de 1985 en Martinique, aux Antilles, vous avez été tous systématiquement dépistés, même si vous ne connaissez pas votre résultat. Je vois des petits-enfants ici. Il faudrait que les parents des enfants se soucient de savoir quelle est l'hémoglobine des enfants, parce que les enfants ont été dépistés à la naissance. Il y a plusieurs maladies, pas que la drépanocytose, qui est dépistée à la naissance. Autre chose, on parle du S, mais il y a plusieurs lettres. Il n'y a pas que le S, il y a plus de 800 hémoglobines qui sont différentes, mais qui pour la plupart ne posent pas de problème. Dernière chose, je ne vais pas être trop longue, une personne sur 10 en Martinique a quelque chose, n'est pas AA sans le savoir parce qu'elle n'est pas malade.
Elle n'est pas malade, il n'y a pas de problème, mais elle est A quelque chose, AS ou AC ou AD, qui sont d'autres formes d'hémoglobine anormale. Il faut absolument savoir quel est votre A quelque chose. Quand vous avez un projet d'avoir un enfant, il faut le savoir pour vos enfants. D'accord? Donc il y a 10% de la population en Martinique qui est porteuse d'un gène qui n'est pas normal, sans être malade. Et que si on ne fait pas d'examen, si on ne demande pas l'examen à son médecin traitant, on ne peut pas le savoir parce que tout va bien. Et puis on compte en Martinique à peu près 1500 personnes qui sont drépanocytaires malades. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de drépanocytose. Nous, notre association existe depuis 1986. Je demande à la trésorière si c'est vrai, parce que je me trompe souvent, en 88. Ex-trésorière, c'est pas 1986, c'est depuis 2008. 2008, oui. Oh, 1986, je n'étais même pas en Martinique, c'est vieux. Je pensais encore au dépistage qui existe depuis 1985. Et nous, c'est vrai que nous nous battons beaucoup pour le sport. Il y a quelques années encore, le sport était interdit à l'école pour les enfants drépanocytaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui est drépanocytaire SS, il a des globules rouges qui sont très fragiles, et au lieu d'avoir, supposons au lieu d'avoir 12, qui est un chiffre que l'on donne pour l'hémoglobine normale, il a à peine la moitié. Et donc, il ne peut pas faire d'efforts. Lorsque vous faites des efforts tous, vous augmentez votre consommation d'oxygène, vous respirez un peu plus fort. Quelqu'un qui a une hémoglobine qui est basse ne peut pas faire d'efforts importants. Et donc, avant, on faisait un certificat aux enfants pour qu'ils ne fassent pas de sport à l'école. Parce qu'il faut absolument que l'enfant à l'école, ou même l'adulte, il puisse s'arrêter quand il est essoufflé. Sinon, il sera en crise et il sera obligé d'aller à l'hôpital. Et en fait, à l'école, il n'y a personne pour surveiller l'enfant lorsqu'il s'arrête et que les autres copains continuent. Donc, par commodité, on interdisait le sport aux enfants parce que l'école n'était pas disponible pour s'en occuper. Ce serait très long, mais je ne veux pas garder le micro trop longtemps. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes une association qui militons beaucoup pour le sport, l'activité physique adaptée pour les personnes drépanocytaires. Si vous voulez des questions supplémentaires, nous sommes disponibles pour vous répondre. Toutefois, je voudrais absolument que 2 personnes sportives qui sont ici et qui ont 2 formes différentes de drépanocytose, Geoffrey, qui va parler lui-même de la forme de drépanocytose qu'il a, et Jennifer, ça tombe bien, en plus ce sont un garçon, une femme, qui va peut-être nous parler en restant assise parce qu'elle est fatiguée, nous parle de la façon dont ils mettent l'activité physique dans leur vie, bien qu'ils soient drépanocytaires. Je vous remercie encore pour ce partenariat. Merci. On insiste bien sur l'aspect sportif pour les drépanocytaires. Et justement, l'un des parrains de cet événement aujourd'hui, qui est Geoffrey Lebon ici présent, est atteint de cette maladie. Mais très très grand sportif. On n'aurait même pas dit qu'il l'a. Donc je vais pas plus le présenter. Il va se présenter lui-même. Un très grand ami en moi. Donc Geoffrey Lebon. Merci Geoffrey Lebon. Je suis atteint de la drépanocytose sur la forme de SC. Et par rapport à ça, depuis tout petit, je suis en grande souffrance avec ça. C'était difficile pour moi, surtout à l'école. Avec le sport, j'en faisais quand même, mais je faisais des crises après chaque pratique. Mais je ne savais pas exactement ce que j'avais. Donc, je ratais beaucoup de périodes scolaires par rapport à ça. Mais bon, je faisais beaucoup de rattrapage, donc ça j'ai quand même pu suivre. Et par la suite, quand j'ai pu savoir par rapport à quoi je faisais autant de crises, ben, j'ai été bien suivi, bien traité et tout ça. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à combattre, entre guillemets, cette maladie-là, sans me dispenser des activités sportives, parce que j'aime ça. Et donc au fur et à mesure, ben, je cherchais, je faisais beaucoup de crises, hospitalisé, mais je combattais quand même. Et jusqu'au jour où j'ai réussi à un peu mieux comprendre le fonctionnement de mon corps avec la maladie.
Et aujourd'hui, ça va. J'ai réussi à trouver un petit programme, un petit système qui fait que je m'adapte avec. Même si par moment, je fais quand même des crises, parce que bon, des fois, je pense maîtriser à fond, mais la maladie, elle veut toujours prendre le dessus. Et sinon, à part ça, voilà. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Geoffrey fait du breakdance de manière très très intensive depuis plus d'une quinzaine d'années. Il a déjà été voir et participer au championnat du monde en Hollande avec moi. On a déjà participé à énormément de battles dans la Caraïbe. Donc c'est un très grand sportif malgré sa maladie. Je tiens à le préciser, il ne le dit pas. Donc merci pour lui. Si la deuxième personne veut bien s'approcher, je ne sais pas son prénom, je suis désolé. Jennifer. Ça va aller? C'est pour ça qu'il a raison. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée très jeune. Donc, depuis toute petite, je savais que j'étais drépanocytaire SS. Donc, comme je suis née en métropole, j'avais beaucoup de crises. Tous les un mois et demi, j'étais hospitalisée. Donc, je ratais beaucoup l'école. Et pareil aussi, je faisais le rattrapage. Et les douleurs, c'était comme des marteaux-piqueurs dans les articulations. Donc, impossible de mettre le pied à terre. Et obligé que mes parents me donnent de paracétamol au lit parce que je ne pouvais pas me lever. Et jusqu'à mes 14 ans, j'ai vécu en métropole. Et avec le froid, c'était pas évident. Et beaucoup de crises à cause du froid. Donc je suis arrivée en Martinique à mes 14 ans. Donc ça fait aujourd'hui 25 ans que je suis en Martinique. Donc ça s'est amélioré avec le climat. Et puis comme en Martinique, ils connaissent plus la maladie, donc c'était plus adapté les soins. Et donc j'ai pu poursuivre l'école normalement. Et puis, voilà. Est-ce que tu fais du sport? Je fais un peu de sport, de la marche nordique par contre, une fois par semaine. Et justement, c'est un coach avec qui on fait de la marche une fois tous les 2 mois avec l'association A7972 pour aider les drépanocytaires à marcher un petit peu quand même pour rester sur soi-même, pour aider les articulations à ne pas être raides. Et donc, pour faire quand même un peu de sport, mais pas trop intensif pour ne pas être essoufflé. Donc voilà. Merci. Alors, pour bien comprendre quelles sont les conséquences de ça, j'aimerais, moi je lui pose des questions pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que les experts de la drépano pourront vous répondre. Surtout, je pense par rapport à le vécu de chacun. Quand une crise se déclenche, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça te procure dans le corps et qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Après, bon, moi, après, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, quand je ressens un début de crise, je ressens une douleur qui survient subitement. Comment expliquer ça? Des fois, quand on a froid, on ressent un petit peu des frissons. Ben, la crise, elle vient comme ça, mais c'est quelque chose de douloureux qui vient en nous. Et c'est pas évident à gérer. Et donc, sur le coup, on ne sait pas trop quelle position avoir parce que ça fait énormément mal. Je pense que chacun essaie de chercher et trouver quelle posture qu'il peut adapter pour essayer de soulager un petit peu la douleur, mais c'est pas évident parce que ça ne soulage pas du tout. Il y a certaines positions qui amplifient, il y en a d'autres où ça va un petit peu pendant peut-être quelques secondes, après subitement ça amplifie toujours. Quand on n'a pas de traitement,
c'est vraiment difficile. Quand on a un petit traitement, bon, on le prend, ça se calme un petit peu, des fois pas du tout. C'est difficile. C'est vraiment dur à gérer. Après, bon, quand on a une certaine maîtrise, on connaît un petit peu chaque niveau de douleur et tout. On arrive à mieux gérer, mais ceux qui n'arrivent pas, c'est pas évident. Ce qu'il faut dire, je pense qu'il faut... Moi, j'ai appris un petit peu avec lui, puisque on s'entraîne ensemble depuis un certain nombre d'années. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut qu'il puisse boire énormément d'eau. D'accord? Et je l'ai déjà vu aussi s'entraîner avec moi, s'arrêter, et puis finir à l'hôpital, en l'espace d'un quart d'heure. Donc, c'est bien pour vous faire prendre conscience que c'est quelque chose de sensible et assez important. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Madame voulait aussi intervenir. Je m'appelle Marie-Aline Viassac et je suis à l'association Assad depuis la création en 2008. Donc, je demeure un membre, même si je ne souhaite plus de responsabilité parce que on a besoin de jeunes et de plus jeunes au sein de l'association pour l'adapter aux nouvelles méthodes, surtout informatiques. Alors, j'ai demandé la parole pour continuer ce que Jennifer a dit à propos des marches. Jennifer a parlé d'une marche tous les 2 mois, une marche nordique avec Mardi. Effectivement, il y en aura une le 12 octobre. Les marches avec Assad et un coach, enfin un enseignant d'éducation physique adaptée, se font le dimanche parce que c'est plus adapté au rythme de vie de chacun. Les marches sont ouvertes à tous, malades ou pas malades, bien portants ou pas bien portants, tous ceux qui aiment la marche. Ce n'est pas une marche de compétition, puisqu'elle est adaptée en premier lieu aux drépanocytaires. Donc en général, nous allons en des lieux qui sont plus ou moins couverts, où le soleil ne tape pas trop et où il n'y a pas trop de relief accidenté, puisqu'il faut penser à la fatigabilité qui arrive assez rapidement parfois et à l'état de celui qui est malade quand il arrive. Et comme vous disait Nicolas, 10 minutes après, ça ne va plus. Et ce n'est pas de sa faute. Donc, on marche et la marche dure en général 2 heures et elle est adaptée à tous. D'ailleurs, notre devise, c'est chacun son rythme. Donc, c'est pour cela que je dis, si vous voulez faire de la compétition, notre marche ne vous convient pas. On n'a pas besoin de ceux qui veulent courir ou qui viennent aujourd'hui et qui disent « Ah, c'est trop facile, ah, c'est trop... Ah. » Donc, il faut accepter de venir et d'être en accord avec le reste du groupe, puisque c'est pour permettre à tous ceux qui viennent de connaître aussi la maladie et l'état de celui qui est drépanocytaire au cours de la marche, puisqu'il peut avoir quelques difficultés. Et entre nous, nous nous montrons solidaires pour l'aider à avancer, puisqu'il a déjà fait l'effort de venir. Alors, il y a une marche, bon, nous vous prévenons tard, ce n'est pas de notre faute. Il y a une marche demain, dimanche, le 28, et on ira sur Sainte-Anne, à Lens-Caritan. Donc, pour ceux qui seraient tentés d'y venir, le rendez-vous est à 7h moins le quart sur la place de Sainte-Anne, donc à côté du marché, et on part de ce point-là avec l'enseignant en éducation physique adaptée qui est monsieur Émile Hérichet demain.
c'est le second enseignant d'éducation physique adaptée que nous avons une fois par mois. Donc, nous vous tiendrons au courant des autres marches prévues pour le trimestre, c'est-à-dire jusqu'à la fin jusqu'au mois de décembre 2025. Et comme vous devenez des partenaires, on vous tiendra au courant régulièrement pour les marches, dans la mesure où nous avons le mail du président ou du responsable. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Le stand d'Assad qui est derrière pour plus d'informations. D'accord. Il y a une question pour Jeffrey et Jennifer. Est-ce que vous pouvez aller à la mer? Ben, moi, je peux pas. En fait, je peux rentrer dans l'eau. Je reste jusqu'à ce que mon corps prenne la température de l'eau, après je sors. D'accord. Mais je peux pas faire d'efforts, genre nager, tout ça. Moi, personnellement, je peux pas. Donc la dernière fois que tu as été à la mer, c'était quand? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Je sais pas. Ouais. C'est toi, Jennifer? Ben, c'est par rapport au... Moi, personnellement, ça me fait le chaud-froid. Donc, mon corps, il va prendre la température de l'eau, ça sera froid. Quand je vais sortir, l'air qui va passer, ça va faire une espèce de choc thermique et je fais une crise tout de suite. Et c'est immédiat pour moi. Après, pour les autres, je sais pas. Pour moi, je rentre dans l'eau, à la mer, mais je reste pas longtemps. Je sais de rester une vingtaine de minutes, pas plus, parce que après, pareil, ça me déclenche une crise. Mais je vais, en général, quand il fait assez chaud, pour justement éviter le froid. Et puis, se réchauffer tout de suite, pour éviter justement que le vent qui se passe nous refroidisse. Et puis voilà. Si vous permettez, je voudrais préciser, effectivement, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais il y a quelques personnes qui depuis l'enfance ne vont plus du tout à la mer. C'est très très difficile de vivre sur une île, d'avoir de si belles plages, une eau aussi agréable de ne pas pouvoir le faire, mais il y a quelques conditions pour certaines personnes pouvoir en profiter. Il y a certaines périodes de l'année quand l'eau n'est pas trop fraîche. Il y a des périodes qui sont vraiment défavorables. Fin d'année, début d'année, c'est pas la peine. C'est la crise assurée. Ne pas rester longtemps dans l'eau, même quand elle est chaude. Lorsque l'on sort, se sécher. Et surtout, très 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 important, enlever le maillot. Parce que lorsque l'on sort et qu'il fait très chaud, pour les personnes qui n'ont pas de soucis, vous vous souvenez peut-être que c'est très agréable d'avoir quelque chose de mouillé sur le corps, qui vous donne un peu de fraîcheur parce qu'il fait chaud dehors. Mais en fait, le maillot mouillé qui va sécher, pour sécher, il diminue la température du corps. Donc il provoque des crises. Ce que l'on conseille, c'est de se sécher, d'enlever son maillot. Dans ce cas, il faut prévoir plusieurs maillots si on veut y retourner, pour ne pas avoir une diminution de la température du corps. Et certaines personnes, avec ces petites astuces-là, parviennent de temps en temps à profiter de la mer, à certaines périodes de l'année. Et certaines personnes supportent tellement pas la mer qu'elles sont obligées de déménager parfois pour ne pas habiter près de la mer, parce que rien que l'air marin aussi, pour certaines personnes, ça peut provoquer des crises. Ma deuxième question, du coup, je vais embêter un peu tout le monde. Alors, quand par exemple vous arrivez aux urgences, comment ça se passe? Est-ce que vous attendez longtemps? Est-ce qu'on vous prend en charge rapidement? Est-ce que vous êtes soulagé? Et surtout, où est-ce que vous êtes hospitalisé? Parce qu'il y a plus de services d'hospitalisation pour les EHPAD. Moi, la dernière fois que j'étais aux urgences, c'était au mois de mars. J'ai attendu quand même qu'on me prenne. Ils ont fait passer beaucoup de personnes avant moi. Et pourtant, je suis pas rentrée en ambulance. Et pour me faire piquer, c'était assez compliqué. Parce qu'ils m'ont piqué, mais le bras a gonflé. Et j'étais hospitalisée au 6C. C'est médecine polyvalente. Et ils m'ont repiqué. Et ils n'arrivaient pas à trouver la veine, donc c'était compliqué. Mais sinon, après,
au service au 6C, il soulage assez rapidement. Mais les urgences, je soulage. Ouais, après ça dépend. Moi, ma dernière hospitalisation, ça date de juillet. Et j'ai été traité vite. J'ai été traité rapidement parce que j'ai appelé le docteur locaux pour lui expliquer mon cas. Et par rapport à ça, ça a été vite. Parce que mon état était vraiment critique. Et ça dépend. Et quand tu es aussi quand tu es hospitalisé, ça dépend. Je me souviens même plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de guérir. Je ne parle même pas trop ça. Ok. Et vous êtes déjà passé en réanimation ou aux soins intensifs? Ouais, tout. Je connais pas ça. Je n'ai pas eu à aller en réa. Soins intensifs non plus, t'as jamais eu. Bon, ben, j'ai de la chance, c'est bien. Ouais. On s'accroche. Il faut bien prendre conscience de la gravité de cette maladie. Comme j'ai dit, moi j'ai découvert ça avec, au jour le jour avec Jeffrey. Donc j'étais un petit peu sensibilisé par rapport à ça. Et c'est important de tout à chacun de savoir, surtout si en maladie vous avez des enfants, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et même nous, on en apprend tous les jours parce qu'il y a différentes formes de drépanocytose, comme la thalassémie, le SC. Il y a plusieurs formes, donc chaque drépanocytaire vit sa maladie différemment. Donc, enfin, c'est sa maladie, c'est pas notre. Enfin, on vit avec, mais. La question c'est quels sont les bons réflexes à avoir pour les personnes qui sont atteintes de drépanocytose et pour ceux qui les entourent. Si vous avez quelqu'un de proche de vous qui est drépanocytaire, quels sont les bons réflexes à avoir en fait? Boire beaucoup, prendre un traitement régulièrement, manger bien. Et pour un proche qui serait à tes côtés quand tu fais une crise, quels sont ses bons réflexes? Apporter de l'eau déjà, et puis les médicaments contre la douleur, et puis voir si le bon moment où ça bascule pour m'amener aux urgences. C'est être attentif à ce qu'il dit, à ses réactions, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs. Il a besoin de plus d'eau, d'aller chercher ses comprimés, ses médicaments. Si, comme il dit que là, bon, c'est bon, il ne peut plus, ça bascule, appeler les urgences pour lui et l'accompagner. Toujours, surtout être focus à l'écoute de ce qu'il ressent et essayer de réagir en fonction. Moi, c'est ce que j'ai appris en étant avec Jeff. Pas forcément fait moi. Donc après, je sais pas, à partir du moment où il est pris en charge, c'est plus lui qui voit, mais moi j'ai jamais forcément. Il m'a jamais demandé de marquer l'horaire à laquelle il faisait la crise. Donc, après, quand j'arrive à l'hôpital, je leur dis à peu près. Oui, mais ils posent la question. Parce qu'ils posent la question. Ah oui. À partir de quand, de quelle heure, de quel moment que la crise a commencé à m'attaquer. Ouais, si, ils demandent tout ça. Justement, il pose beaucoup de questions, je trouve, parce que le temps de perfuser tout ça, il y a beaucoup trop de questions pour, avant la prise en charge, parce que il y a un protocole. Quand on arrive aux urgences, il y a un protocole à suivre et il demande quel traitement vous suivez, quand est-ce que vous avez pris le dernier paracétamol. Mais quand on est en crise, on n'a pas la tête à ça. Moi, mon expérience, quand je suis en crise, je ne me rappelle plus des médicaments que je prends, à quelle heure j'ai pris le dernier paracétamol, je ne sais pas. Si je suis là, c'est que la douleur est trop forte, alors c'est que je ne peux plus supporter la crise, donc pour me soulager, c'est tout ce que je demande. Si après, vous pouvez me poser des questions que vous voulez.
Est-ce que le temps et les conditions météorologiques, par exemple, peuvent jouer aussi sur le fait d'être amené à faire une prise plus rapidement ou pas? Je sais pas, par exemple, s'il pleut ou si... Ouais, vu que le temps il est un peu humide, il fait un petit peu froid, faut faire attention, il faut se couvrir. Mais c'est vrai que la prise en charge, des fois, c'est chiant parce qu'il pose beaucoup de questions. Et le fait qu'on est déjà en crise extrême, de ne pas trop parler, parce que des fois, le fait de parler amplifie la douleur. Et des fois, c'est légèrement redescendu. On maintient ce cap-là pour être pris en charge. Et quand on nous pose une question et qu'on répond, ça rebalance, on perd tous nos moyens. Ça, c'est pas évident. Lors de vos crises, vous arrive de perdre connaissance? Moi, non, je ne perds pas connaissance. Non plus. Mais le fait d'avoir une douleur dans la poitrine, on est dans un autre monde, on va dire, parce que on essaie de maîtriser la crise en respirant, tout ça. Donc, on essaie de... Parce qu'il a posé une question, il a dit... vous avez dit qu'il faut rester attentif, mais quand on sait, est-ce que c'est la personne concernée qui nous dit, bon là, elle est à l'hôpital ou on sait? Ouais, des fois, on peut... Si on a la force de le dire, de lui dire, là c'est bon, on y va, tout ça, va nous ramener. Mais des fois avec certains gestes aussi, hein, on peut quand même dire c'est bon. L'important c'est que pour la personne, c'est de savoir se faire comprendre au bon moment. Donc si la personne tombe dans les pommes, forcément on ne va pas se poser de questions de savoir. Parce que c'est essayer de se faire comprendre un maximum pour essayer de réagir au plus vite. Parce que comme j'ai dit au début, on ne voit pas ça comme quelque chose de c'est au quotidien. Bon, tu lui dis, il te dit ça va aller, puis il a fait une semaine d'hôpital, il dit ah ouais d'accord. Que des fois ça devient récurrent, ça arrive comme ça, un claquement de main, il est déjà à l'hôpital. Donc voilà. Après la personne qui se retrouve à côté de nous au moment où on fait la crise, de toute façon, automatiquement elle nous pose des questions. Ça va, qu'est-ce que je fais? Je t'amène à l'hôpital? Non, oui, qu'est-ce que tu veux? Et en fonction de ça, on arrive à communiquer comme ça. Avec des oui, des non. Je pense que mon père qui s'échappe pourra répondre à ces questions. Je pense qu'avec l'habitude. En effet, on fait tout pour éviter l'hôpital. Parce qu'arriver à l'hôpital, c'est une attente. On ne sait pas à quel moment on sera pris en charge, parce que les urgences, il y a toujours... Tout le monde est prioritaire. Donc, on évite absolument le transport à l'hôpital. Mais en cas d'excès d'urgence, on ne peut pas. On y va. Et donc, on donne de l'eau, et puis un comprimé, de paracétamol, ou des fois l'Acupan, des trucs comme ça. C'est des médicaments qui sont extrêmement, comment on dit, qui calment un peu la douleur, quoi. Mais qui shootent un peu. C'est un peu une drogue. Alors, tant qu'on peut éviter, on l'évite, mais à des moments, on ne peut pas l'éviter. Donc, on y va. C'est le malade, hein. C'est quand elle est malade, elle dit ah non, j'en peux plus. Là, il donne le médicament. Voilà. Excusez-moi, j'ai pris le micro sans que vous me l'accordiez. Je suis vraiment très touchée par l'intérêt que vous portez à la pathologie. Et c'est vraiment très important que les personnes qui sont malades soient aussi défendues ou relayées par des personnes qui ne sont pas malades. Et c'est pour ça que je suis touchée par les différentes questions qui sont posées. Parce que quand moi j'ai parlé, quand le docteur parle, ben ça reste ça parle pas, quoi. C'est comme si on lisait un bouquin qu'on comprend pas. Mais quand vous avez le témoignage des personnes qui sont concernées, de leurs amis, des gens qui les connaissent, qui peuvent vous dire, écoutez, on avait une fête, on était content de se voir, mais la personne est venue,
et 5 minutes après, la personne a dû partir parce qu'elle était en crise, ou c'est la 3e fois qu'on organise quelque chose, la personne n'a pas pu venir. Et en fait, nous avons vraiment besoin, je fais un appel à ce que vous nous accompagniez, pas forcément notre association, ça peut se passer en dehors d'une association, ça peut se passer avec une autre association. Mais je pense qu'il y a des choses qui vous sont décrites là, qui ne vont s'améliorer, malheureusement, qui ne s'améliorent que si l'on se plaint. Et quand on ne se plaint pas, ça veut dire que tout va bien. C'est triste. On n'aime pas entendre des choses négatives, on n'aime pas entendre des choses se plaindre, les gens se plaindre. Mais avoir des échos de personnes qui ne sont pas malades, les personnes malades en ont besoin. Surtout que les personnes qui sont malades, parfois elles ont des programmes et n'arrivent pas à le faire parce qu'elles sont en crise et ne sont pas disponibles. On a vraiment besoin que des personnes qui vivent à côté d'elles, qui comprennent ce qui se passe, fassent écho à la situation. Merci. Donc merci à la SAD, merci pour vos questions aussi, applaudissez-vous. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la SAD est juste derrière, si vous avez des questions, plus amples de questions, des informations, d'accord. On a aussi le stand Herbalife représenté par, je suis désolé, pas ton prénom. Yaela, d'accord. Pour les sportifs ou non. Elle a plein de choses intéressantes à vous proposer, d'accord. Vous avez aussi là-bas une vente de jus, des jus locaux, élaborés, je pense, par Elodie. Elodie et Juliana. Elodie et Juliana, d'accord. Je ne sais pas exactement... Qu'est-ce qu'il y a? Poule de citerre, gingembre, groseille, au tarif de 5 €, 2,50 €. N'hésitez pas. D'accord. Il y a le stand de Ronnie aussi. Sirop, groseille, gingembre aussi. D'accord. D'accord. Donc gingembre citron, groseille, gingembre citron. S'il vous plaît, n'hésitez pas à passer. Leur donner une force aussi, c'est important. Donc, je voulais présenter rapidement aussi la championne du monde qui fait partie de notre club. D'accord. Elle se présente un petit peu parce qu'elle est aussi marraine de la manif aujourd'hui. Sandrine Lindor, s'il vous plaît. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être là. Et comme l'a dit si bien, je suis au club ça fait plus de 11 ans. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai commencé la boxe très jeune, à partir de 16 ans, 17 ans. J'étais entourée d'hommes, comme vous voyez, il y a toujours des hommes. Non, mais qu'est-ce que je peux dire? Posez-moi des questions si vous voulez. Je sais pas, je dois prendre la parole, ça c'est sûr. Tu peux juste parler de ton parcours, simplement, ce que tu as fait en tant que combattante. Alors, j'ai commencé jeune, comme j'avais dit, j'ai commencé entre 16 et 17 ans, en suivant mon frère, parce que timide comme j'étais, je ne vais jamais y aller seule. Et du coup, mes coachs ont vu un potentiel en moi et m'ont poussé vers la compétition. Premier combat, j'ai perdu, donc voilà, mais ça ne m'a pas empêché de continuer d'ailleurs. Et deuxième combat, j'ai gagné, et par la suite, j'ai continué à enchaîner les compétitions et à gagner et à monter en palmarès. Alors, pour être plus complet, parce que Sandrine est timide, mais sur le ring c'est autre chose. Tous les garçons et hommes du Full Fight Club le savent, je pense qu'ils vont en témoigner. Alors Sandrine a été multiple championne de Martinique, d'accord, championne de France en 2024, vice-championne de France en boxe thaïlandaise cette année, vice-championne de France en kickboxing cette année, championne du monde semi-professionnelle en mai à Saint-Martin cette année. Sandrine a été aussi appelée en équipe de France. Donc c'est pas à négliger. D'accord, c'est un travail important, quotidiennement, tous les jours. Donc ça force le respect.
Je rappelle que c'est la première femme à la Martinique à être championne du monde en kickboxing. Et on espère cette année qu'elle fera tout aussi bien. On va essayer de l'accompagner pour qu'elle puisse représenter le Full Fight Club et la Martinique aussi longtemps que possible. Merci à elle. Voilà. Et il manque ton parcours? C'est pas Nicolas Varlin qui a l'honneur aujourd'hui. On parle de Kevin aujourd'hui, qui est un membre aussi du Full Fight Club, qui est partenaire avec nous aujourd'hui. Je le laisse se présenter. Kevin et Lana. Salut à tous. Ça va pas durer bien longtemps parce que je n'aime pas du tout les micros. Alors, je m'appelle Kevin et du coup, je suis au Full Fight Club depuis 5 ans. 5 ans. Et je suis co-organisateur de la manif d'aujourd'hui avec ma structure, Kevin Tech, que j'ai fondée il y a 2 ans, mais dans laquelle je suis en full-time depuis janvier. Alors, je suis informaticien. En gros, je suis réparateur, installateur de serveurs, d'ordinateurs pour les petites entreprises et les particuliers. Et aussi, à côté, je suis graphiste. Alors, je fais des flyers, des banderoles, des kakémonos, des t-shirts, etc. Voilà. Et des logos? Oui, mais il faut discuter. Voilà, merci beaucoup. Alors c'est lui qui est à l'origine de plusieurs flyers, notamment le flyer de cette manifestation et la manifestation qui est à venir le 2 octobre. D'accord, dans le cadre de Octobre Rose. Ça sera ici, à la même heure. Voilà, donc il nous reste, ça n'engage que vous, il nous reste 1 heure où, si vous voulez, on va rebalancer un petit peu sur les activités, notamment les échanges avec la championne du monde, Sandrine. J'espère et je pense qu'il y a des personnes intéressées pour échanger avec elle. Donc je vous invite, même si le soleil est un petit peu chaud, à nous rejoindre sur la pelouse. Donc voilà, vous pouvez vous applaudir et merci à vous, merci d'être venus. Merci pour la force donnée. J'en profite aussi pour dire que monsieur Harry, merci Lise, vous avez donné une force, d'accord, pour la présentation de la journée. Voilà. Donc venez tous essayer de la boxe. C'est gratuit aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Merci. Nickel. Oh bah là on est bien. Bon, bah du coup, moi je repars sur une petite session son. On passe une petite session son, et puis voilà. Bon, je repars sur une petite session son, et puis à toutes, hein. Je vous reprends tout à l'heure au moment du soir du montage. Ok les gars, bon, la suite, hein. La suite comme vous le savez, on continue à mixer. On continue, on est propre, on est good. Bon, là c'est ma petite session là, donc bon, j'en profite. On va essayer sur un petit truc, on va essayer un peu. On va essayer un petit truc.
voyez un petit peu ce que ça donne. Bon, vous voyez pas très bien. C'est gentil. Très gentil. Voilà, voilà. Pour vous la faire courte. Hein. On va rester sur des thèmes antillais pour la santé. Et puis après, je vais vous... Non. Et après, je vais vous montrer la suite. Yo les gars, c'est le Dylan du montage, du coup on se retrouve juste après. On se retrouve quelques jours après la presta du coup. Et du coup j'avais peut-être oublié de vous préciser. Et j'ai peut-être oublié de filmer le démontage parce qu'à un moment là c'était le rush. Je devais y aller et j'ai peut-être oublié de filmer le démontage. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a monté et démonté en à peu près une demi-heure. On a monté et démonté en à peu près une demi-heure. Enfin, je veux dire, le montage a pris à peu près une demi-heure, 45 minutes, et le démontage à peu près le même temps. Donc voilà, et pour la suite, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu, comme vous avez pu le voir, j'ai joué et tout, j'ai fait mes petits trucs, voilà. Et puis c'était sympa, C'était sympa, donc bon là je vous parle depuis mon lycée, hein. Franchement, là je vous cause depuis mon lycée. En vif. Et du coup, ouais, donc comme je vous ai dit, on a fait le nécessaire, on a fait ce qu'il fallait. Franchement, le son était propre et tout. Mais comme j'ai dit dans la vidéo, ça manquait franchement de basse. Il n'y avait pas assez de basse. J'aurais franchement pas assez de basse. Mais vers la fin, j'ai réglé le problème de basse. Donc on les entendait beaucoup plus. Enfin, on les entendait un peu plus. C'était pas mal. Mais je vois que c'était pas suffisant, franchement. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est acheter un caisson de basse entre temps, puisque normalement on aura une prochaine prestation du même type le 12 octobre à peu près. Le 12 octobre on se retrouvera au même endroit pour une autre prestation, et le 11 j'en ai une aussi. Donc à voir comment ça va se passer. Sur ce, bon, je vous laisse tranquille. Donc bon, j'ai envie de dire, comme sur ma chaîne principale c'était Dylan DJ à vous les studios, mais ici ce sera plutôt c'était DJ DLA. À la prochaine pour un prochain vlog.